Donc on pourrait dire que De Gaulle était rétif à ce projet pan-européen. Absolument. Et que peut-être, c'est une hypothèse, mais qui a certainement une vraisemblance, que 68 est peut-être la première révolution de couleur. Ah oui, ça c'est tout à fait exact. Alors, je voudrais, pour bien clarifier l'esprit des gens et des auditeurs, De Gaulle a compris qu'il ne pouvait pas en sortir. Il a rêvé à ce moment-là de la France comme une troisième voie. C'est quelque chose qui l'aura poursuivi, même dans ces histoires de participation des travailleurs en matière économique. Ou le fameux discours de Phnom Penh. Voilà, il voulait être une troisième fois entre l'ultralibéralisme américain et le soviétisme. Il pensait que la France, c'était son rôle. Et il pensait que la France pourrait redevenir la France du grand siècle. Vous savez, le canard enchaîné le caricaturait sous la forme de Louis XIV. Il avait demandé à Malraux de remettre plein d'argent dans Versailles, parce que Versailles, à la fin des années 50, c'était la catastrophe. C'est la Ve République qui a commencé à réhabiliter le château de Versailles, etc. Il y avait quelque chose de la monarchie Louis XIVe dans le comportement de Gaulle. Et De Gaulle n'oubliait pas que sous Louis XIV ou sous Louis XV, toute l'Europe des cours parlait le français. Donc De Gaulle s'est dit, eh ben, j'hérite de ce projet, je vais couper les ponts avec les États-Unis, et je vais subvertir ça pour en faire une machinerie fonctionnant en faveur de la France. D'où son projet d'agriculture où il faisait payer les Allemands, d'où aussi son projet de traité franco-allemand de l'Élysée, où il fait en fait un traité très bref avec Adenauer, où il montre en fait qu'il s'agit de développer les relations franco-allemandes. Mais c'est là qu'il va se heurter à un os. C'est qu'il a essayé ce que les géopoliticiens appellent un découplage géopolitique entre l'Allemagne et les États-Unis. Il dit, d'ailleurs, il le dit à perfide, il dit, dans cet attelage franco-allemand, sachant que l'Italie pèse peu parce qu'elle est encore très pauvre, tout le Mezzogiorno est pauvre, et que le Benelux pèse peu. Les deux géants de l'Europe des Isles, c'est l'Allemagne et la France. Et la France est plus grande, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, la France est la seule puissance nucléaire, la France a encore, a un rayonnement mondial avec la présence de De Gaulle, elle a l'agriculture la plus puissante, c'est le pays le plus vaste, etc. Donc, sur presque tous les sujets, la France est numéro 1 dans l'Europe des Isles, sauf sur deux sujets, l'industrie et la monnaie, où là, l'Allemagne de l'Ouest est déjà dominante. Et donc, De Gaulle va essayer de découpler l'Allemagne des États-Unis, et il fait ce projet où il est question des relations franco-allemandes. Dans le traité franco-allemand de l'Élysée, il n'est question ni des États-Unis, le mot n'y est pas, ni du Royaume-Uni, ni du GATT, c'était ce qui est devenu l'OMC, ni de l'OTAN, tout ça, il a chassé ça. Or, le rame s'est noué au début des années 63, donc le traité franco-allemand de l'Élysée, c'est début 63. En juin 63, au moment de la ratification par les parlementaires allemands, le Bundestag a introduit un protocole interprétatif à la demande des États-Unis, parce que ce que De Gaulle n'a pas voulu voir, c'est que l'Allemagne de l'Ouest, il y a des dizaines de milliers de soldats américains en Allemagne de l'Ouest, premièrement, c'est que c'est un pays sous domination américaine. Et De Gaulle a aussi sous-estimé un point très important, c'est que les Allemands, s'ils doivent choisir entre les États-Unis et les Français, choisiront les Allemands. Choisiront les Américains. Je dis les Allemands, je répète, s'ils doivent choisir entre les Américains et les Français, choisiront les Américains, pour toute une série de raisons, et notamment quelque chose qu'on sous-estime en France, c'est l'importance de l'immigration allemande aux États-Unis. Vous avez beaucoup d'Américains, Marlène Dietrich, Boeing, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger, etc., qui sont d'origine allemande. Vous avez dans tout le nord-ouest des États-Unis des communautés d'origine allemande très importantes, parfois majoritaires. La capitale du Dakota du Nord s'appelle Bismarck. Donc il y a les Américains ne sont pas des Anglais. Les Américains, c'est un mélange. D'ailleurs, on les appelle les Anglo-Saxons, c'est pas pour rien. Les Américains, c'est un mélange d'Anglais et d'Allemands qui ont apporté un côté extrêmement carré, méthodologique, etc., qu'on mis ça dans la civilisation américaine. Alors pourquoi c'est si important ce que je dis là ? Parce qu'en fait, le protocole interprétatif voté par les députés du Bundestag en juin 63 remet dans le traité tout ce que De Gaulle avait voulu enlever. Il est question des États-Unis, il est question de l'OTAN, que l'Allemagne participe à l'OTAN. Il est question du fait que l'Angleterre a vocation à entrer dans le marché commun. Il est question du GATT, etc. Tout ce que De Gaulle ne voulait pas. Et à ce moment-là, De Gaulle va dire à Perfit un soir, à l'Élysée, il est de mauvaise humeur, et il dit à Perfit,
les Allemands avaient été mon grand espoir et ils sont mon grand désappointement. Et donc il veut changer de stratégie. Et à ce moment-là, Perfit lui dit, vous trouverez tout ça dans le C'était de Gaulle de Perfit, le tome 2, qui est une mine pour comprendre la situation contemporaine. Et Perfit dit à de Gaulle, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de Gaulle dit, eh ben écoutez, la fin du marché commun, ça ne me dérange pas. Et Perfit dit, mais comment ça, vous pouvez pas dire ça, la jeunesse pense qu'on peut pas faire autrement que la construction de l'Europe. Et de Gaulle dit, mais non, pas du tout, ça, ce sont des comment dirais-je, des gens qui ont voulu mettre ça dans la tête des gens, ce sont des fumistes, je crois qu'il emploie cet adjectif, ils ont voulu mettre ça dans la tête des gens, mais en réalité, la France s'en tirera très bien autrement, et dit-il, le monde est vaste, et la France a un grand rôle à y jouer. Et c'est à partir de ce moment-là, juin 63, les députés du Bundestag lui poignardent dans le dos. Aussitôt, de Gaulle, dans sa tête, change complètement la stratégie de la France. Et il se dit, on va torpiller cette construction européenne qui sert les intérêts américains, et moi je vais lancer un autre projet d'une France rayonnante. Il téléphone, il fait venir à l'Élysée, dans les semaines suivantes, Edgar Faure, auquel il dit, vous allez aller à Pékin, Edgar Faure va aller fin 63 à Pékin pour négocier la reconnaissance de la République populaire de Chine. Il faut comprendre qu'à l'époque, la République populaire de la Chine était isolée. Les Américains interdisaient aux pays occidentaux de reconnaître la République populaire de Chine. Il fallait qu'on reconnaisse Taïwan, l'île de Formose, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que la Chine, à l'époque, c'était l'équivalent du Venezuela ou de l'Iran d'aujourd'hui. C'est-à-dire le pays pestiféré dans les médias occidentaux, etc. Et donc, de Gaulle fait une prise de judo, si l'on peut dire. Il dit à Edgar Faure, vous allez là-bas. Et le 30 janvier 64, il fait une conférence de presse qui a été un retentissement mondial où il décide de reconnaître la Chine de Mao. Bien entendu, de Gaulle n'était pas devenu communiste. Mais ça veut dire que de Gaulle reprenait la grande tradition des Capétiens lorsque François Ier, encerclé par l'empire des Habsbourg de Charles Quint, décide de faire, d'une part, alliance avec les princes protestants qui viennent d'apparaître, dans ce qui est aujourd'hui la Bohème, enfin aujourd'hui la République tchèque, et d'autre part, en 1526, l'alliance avec Soliman le Magnifique, avec le Grand Turc, au grand scandale de la chrétienté. Et donc De Gaulle n'a pas arrêté de chercher des alliances de revers. En 66, il va en Union soviétique. Ça aussi, c'était interdit par les Américains. Ils interdisaient qu'il y ait des échanges au niveau des chefs d'État et des membres du gouvernement. De Gaulle va en URSS. Il est reçu en très grande pompe par ce qu'on appelle la Troïka à l'époque, c'est-à-dire Brejnev, Kosygin et Podgorny. Il lance la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était communiste. Au contraire, il avait toujours lutté contre le communisme, mais c'est que De Gaulle avait compris l'essence de la France et comment notre puissance devenue moyenne au XXe siècle et au XXIe siècle devait se comporter. Pouvait s'adapter. Voilà. Et alors, le débat aujourd'hui, puisqu'on en arrive à l'époque contemporaine, c'est que De Gaulle a été évacué en 69, après les événements de mai 68, où je suis 1000 fois d'accord, frère Thierry, avec ce que vous venez de dire, c'est que c'est une déstabilisation venue des États-Unis, ça c'est certain. Bien sûr. Et ce qui est très amusant, que 68, en dehors que ça a ébranlé ce pouvoir gaulliste, c'était un reflet de la contre-culture américaine. Oui. Mais on avait les grandes radios périphériques, Europe 1, RTL, etc., étaient en faveur de mai 68. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez un personnage qui est toujours là, qui est Cohn-Bendit, qui est lancé à cette époque, et qu'on retrouve aujourd'hui, qui est favorable à En Marche, et qui est favorable au transfert du siège du Conseil de sécurité de la France à l'Union européenne. Le fil rouge de Cohn-Bendit, sous ses couverts de maoïstes et révolutionnaires, c'est en fait quelqu'un qui a toujours servi au mieux les intérêts des États-Unis d'Amérique, au point même que dans les années 80, il est allé en Allemagne, il s'est fait élire député des Verts, et il était le seul député vert à militer pour l'installation des Pershing américaines contre les SS-20 soviétiques. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir qu'aujourd'hui, bien que Madeleine se soit un peu retiré de la vie politique, ils étaient au fond aux deux antipodes des barricades, de chaque côté des barricades. Et ils représentaient des projets apparemment politiques divergents. Et aujourd'hui, ils sont très amis. Et on voit que la société actuelle, on est très loin de l'époque gaulliste, qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse? Des mythes, Erasmus,
Et le choix être libéral-libertin ou libertin-libéral. C'est à peu près ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc De Gaulle a été déstabilisé par les États-Unis. Ceux qui ont sauvé le soldat De Gaulle, c'est Moscou. Les accords de Grenelle, si on comprend bien ce qui s'est passé, c'est que la CGT, le Parti communiste, voilà, ont en fait sauvé la peau de Gaulle. De Gaulle a quand même été largement ébranlé. Et puis un an après, il a cherché une porte de sortie. Il est parti. Et donc, depuis lors, chaque décennie qui s'est produite, on a assisté à des attaques et à une rétraction des deux grandes forces qui avaient fait échouer la CED en 1954, la Communauté européenne de défense, les gaullistes et les communistes. Et ces deux grandes forces, qui sont en fait celles qui ont fait 55% des voix au référendum de 2005. Elles sont toujours là, potentiellement. Vous avez des Français patriotes de droite et des Français patriotes de gauche, qui sont en gros les gaullistes et en gros les communistes. Bon. Et ils ont été neutralisés. Comment ont-ils été neutralisés ? Côté communiste, ça a duré jusqu'à la fin des années 70. Après, il y a eu les eurocommunistes, les ci et ça. Et progressivement, le Parti communiste qui tenait des propos beaucoup plus sévères encore que ceux que je tiens contre la construction européenne jusque dans les années 80, progressivement est devenu un parti pro-européen. Et côté droite, le grand criminel, si on peut dire, en l'espèce, c'est Jacques Chirac. C'est-à-dire que Chirac a vendu il a transformé le parti gaulliste en un parti européiste, fédéraliste, et il a laissé la jachère pour le Front National qui s'en est en partie emparé. C'est ça qui est important, que les gens ne se sont pas rendus compte. On parlait de l'Europe des nations, et aujourd'hui on est arrivé à une Europe supranationale. Ça, c'est Maastricht.